Un jour, alors qu'elle étudiait à la bibliothèque, le téléphone de Shen Yao sonne. Dès qu'elle répond, un homme à l'autre bout du fil l'avertit que quelqu'un vient pour elle. Soudain, Shen Yao est entourée par 4 hommes en costume, et ces types n'ont pas l'air d'être là pour lui offrir des bonbons. Shen Yao se lève et court droit vers la porte, mais un agent bloque son chemin, l'obligeant à se diriger vers le couloir. Elle finit par trouver un placard, l'ouvre et s'y enferme pour échapper aux agents, mais maintenant, elle n'a nulle part où aller. Les agents commencent à essayer de défoncer la porte, et Shen Yao est terrifiée. Mais au moment où tout semble perdu, l'homme qui l'a appelé pour l'avertir lui dit de se retourner. Derrière elle, une masse d'énergie jaune flotte, et une main en sort pour l'attraper. Shen Yao ferme les yeux et attend l'inévitable. Au moment où les agents défoncent la porte, Shen Yao a déjà disparu. Elle a été emmenée par Wong, le guide qui l'a appelé pour l'avertir des agents. Il essaie donc de l'éloigner le plus possible d'eux, enchaînant les manœuvres de fuite. Cependant, les agents ont une arme secrète pour contrer les techniques de Wong, un pistolet. Wong est touché en plein vol, mais il est relativement indemne. Cependant, il ne pourra pas échapper aux agents dans cet état, alors il dépose Shen Yao et crée une barrière pour la protéger tout en se préparant au combat. Il saute du rebord, et dès qu'il atterrit, il assène un coup de poing à l'un des agents, un coup si puissant qu'il lui fait sûrement sentir les sons. Un autre agent se précipite pour l'attaquer, mais Wong le repousse tout en tenant en respect 2 autres agents. Finalement, l'un d'eux parvient à le plaquer au sol et le projette en l'air. Après une brève lutte aérienne, l'homme réussit à écraser Wong contre un bâtiment avec l'aide de ses 3 alliés, mais lorsque la poussière retombe, les 3 alliés sont KO. Wong, quant à lui, est parfaitement indemne, mais je suis sûr qu'au moins 10 personnes innocentes viennent de mourir dans ce bâtiment. Wong a encore un agent en face de lui, alors il flotte hors du bâtiment et enlève sa veste, car les choses vont devenir sérieuses. L'agent en a assez de perdre du temps, alors il décide de tout donner et soulève un 2e bâtiment pour l'utiliser comme projectile. Les gens dans ce bâtiment auraient probablement préféré se faire porter pauvre aujourd'hui, car l'agent lance le bâtiment sur Wong. Mais sans même transpirer, Wong attrape le bâtiment avec ses pouvoirs, le brise en morceaux et renvoie les blocs vers l'agent. L'agent essaie de se défendre, mais Wong compresse simplement tous les blocs jusqu'à ce qu'une explosion massive se produise, envoyant Wong et l'agent dans une version miroir du monde. Wong est agacé que les choses aient tourné ainsi, car cela va lui causer beaucoup de problèmes, mais il doit d'abord régler le compte de l'agent. L'agent sort son pistolet et le pointe sur Wong, et je ne sais pas ce qu'il pense pouvoir faire avec une arme alors que Wong vient d'arrêter un bâtiment il y a 1 minute. Mais rien de tout cela n'a d'importance, car le pistolet ne fonctionne pas dans cette dimension, et de toute façon, Wong n'a plus de temps. L'énergie jaune commence à l'entourer, et en faisant cela, elle repousse l'agent dans l'eau. Le temps commence alors à rembobiner, et Wong espère que les choses pourront se passer différemment dans la prochaine boucle. Finalement, tout revient à la normale, et Shen Yao se réveille à son bureau dans la bibliothèque. Elle n'a aucun souvenir de ce qui vient de se passer, et elle trouve un jeune Wong debout à côté d'elle, lui demandant de l'aide car il ne comprend pas ses devoirs de maths. Des années passent, et maintenant tout le monde est à une soirée de lycée. Il joue à Jenga, et c'est au tour de Shen Yao de jouer, mais lorsqu'elle croise le regard de Wong, elle est troublée et fait tomber la tour. Selon les règles du jeu, celui qui fait tomber la tour doit révéler un secret, alors le groupe demande à Shen Yao de leur dire qui est son crush. Wong commence à sourire en entendant cela, alors ses camarades se moquent de lui, car il est impossible que Shen Yao puisse aimer un PNJ aussi ordinaire que lui. Mais à la surprise générale, y compris celle de Wong, Shen Yao avoue qu'elle l'aime vraiment, et elle précise bien qu'elle ne plaisante pas, car elle l'aime depuis le jour où ils se sont rencontrés au collège. Wong est sous le choc, car se faire avouer ses sentiments par Shen Yao est un rêve qui se réalise. Normalement, cela aurait été le jour le plus heureux de sa vie, mais juste après la soirée, il est kidnappé et se fait tabasser près de la rivière. Wong n'a jamais rencontré ces gens de sa vie, mais leur patron, Saint-Jean, a un crush sur Shen Yao. Après avoir appris que Shen Yao aimait Wong, au lieu de lâcher l'affaire et de passer à autre chose, il a décidé de traîner Wong près de la rivière et de faire menacer de le tuer par ses sbires. Wong reconnaît Saint-Jean comme le chef d'un gang notoire, et il se souvient aussi avoir entendu que Saint-Jean harcelait constamment Shen Yao. Il comprend donc ce qui se passe, mais il ne peut rien faire contre autant d'adversaires. Saint-Jean appelle alors Shen Yao via la vidéo sur le téléphone de Wong et lui montre l'état pitoyable de son crush. Shen Yao est horrifié de voir ce que Saint-Jean a fait à Wong, alors Wong crie à Saint-Jean de la laisser en dehors de tout ça, car il ne veut pas qu'elle s'inquiète pour lui. Mais Saint-Jean est bien décidé à faire regarder Shen Yao l'humiliation de Wong. Il lui dit qu'il est un vrai loser et qu'il n'a pas le droit de sortir avec quelqu'un d'aussi parfait que Shen Yao. Il ordonne ensuite à Wong de jurer qu'il ne s'approchera plus jamais de Shen Yao, sinon Saint-Jean dit qu'il le jettera dans la rivière. Wong pourrait choisir la solution facile et jurer qu'il ne parlera plus à Shen Yao, mais Wong ne la trahira jamais,
alors à la place, il donne un coup de tête à celui qui le tient. Pour rendre justice à Wong, c'était un sacré coup de tête, mais malheureusement pour lui, c'était tellement puissant que le type qui le tenait l'a lâché par accident, et Wong finit par tomber dans la rivière. Saint-Jean commence à paniquer, car il n'avait jamais prévu de tuer Wong, il voulait juste lui faire peur pour qu'il ne lui vole pas Shen Yao. Il appelle frénétiquement Wong pour voir s'il va bien, mais personne ne répond, alors Wong est probablement mort. Cela signifie que Saint-Jean vient de commettre un meurtre, et il a laissé Shen Yao en être témoin. Pendant ce temps, sous l'eau, Wong est en train de se noyer, mais il ne fait même pas l'effort de se sauver, car s'il ne peut pas protéger celle qu'il aime, alors il n'y a pas de raison de rester en vie. Alors que sa vie défile devant ses yeux, Wong a une vision de son enfance. Il venait de s'enfuir d'un combat, et selon les standards du collège, cela a instantanément détruit toute la popularité qu'il avait. Pour enfoncer le clou, il entend 2 filles parler de lui, disant qu'il est un pleurnichard. Les heures passent, et à la fin de la journée, tout le monde rentre chez soi, mais Wong reste là et continue de broyer du noir. Finalement, Shen Yao sort de l'école, mais elle s'arrête dès qu'elle remarque Wong assis près du portail. Elle lui demande ce qui ne va pas. Wong reste silencieux, alors Shen Yao suppose qu'il a dû oublier son parapluie et lui propose de partager le sien pour rentrer ensemble. Wong refuse son offre et dit qu'il peut rentrer seul, mais Shen Yao lui rappelle qu'il pleut toujours et qu'il n'a pas de parapluie, alors il va être trempé. Wong réalise qu'elle a raison, mais il dit qu'il peut attendre ici que la pluie s'arrête. Shen Yao trouve Wong vraiment drôle, mais elle remarque une coupure sur son bras et lui demande de le lui montrer. Wong refuse d'abord, mais Shen Yao insiste, disant qu'elle veut juste l'aider à soigner la blessure. Wong finit par accepter, alors Shen Yao lui met un pansement sur le bras et souffle un baiser dessus pour qu'il guérisse plus vite. Et à ce moment précis, Wong avait déjà imaginé les 50 prochaines années de sa vie avec Shen Yao. Il la remercie pour son aide, et à partir de ce moment, ils deviennent inséparables. De retour au présent, Wong se réveille dans l'eau et remarque une lumière au fond de la rivière. Il a déjà coulé trop profondément pour pouvoir remonter à la surface avant de se noyer, alors il décide de se donner à fond et nage vers le bas pour vérifier la lumière avant de mourir. Une fois en bas, il trouve un petit cube lumineux, le ramasse, et avant même de réaliser ce qui se passe, le cube s'active et entre en lui. Soudain, Wong ressent une douleur immense dans tout son corps, et quelques instants plus tard, il est téléporté hors de l'eau et commence à voyager à travers un trou de verre qui l'amène au milieu d'un cube. Lorsque Wong se réveille, il panique, car il était en train de se noyer il y a une seconde. Il est soulagé d'être en vie, mais maintenant il ne sait pas où il est ni comment il est arrivé là. C'est alors qu'un système apparaît devant lui et annonce que Wong a le pouvoir de dessiner un rayon de 15 mètres autour de lui, et dans cette zone, il peut se téléporter instantanément à n'importe quel endroit. Rien de tout cela n'a de sens pour Wong, car il ne croit pas à la téléportation, mais à l'instant suivant, il est téléporté contre son gré. Il apparaît dans le ciel au-dessus du canal, et Wong panique à nouveau car il est très haut et craint de tomber, mais en réalité, il flotte, donc il est en sécurité. Une fois calmé, il regarde en bas et réalise que Saint-Jean est désespérément en train de le chercher dans l'eau, car il craint d'avoir tué Wong. Il trouve ça plutôt amusant, mais quelques secondes plus tard, il est téléporté à un nouvel endroit. Saint-Jean a le sentiment que quelqu'un l'observait depuis le ciel, alors il demande à ses subordonnés s'ils ont entendu quelque chose, mais il pense que Saint-Jean a dû halluciner, alors il leur dit de continuer à chercher Wong. Pendant ce temps, Wong se retrouve téléporté dans une salle de classe vide de son école, et il est maintenant sûr qu'il peut vraiment se téléporter, mais il ne comprend pas comment il a obtenu ce pouvoir. Soudain, le système parle et dit à Wong qu'il vient d'activer en continu son pouvoir de téléportation. Wong panique et craint de devenir fou, car il entend des voix dans sa tête, mais le système le corrige. Il est en fait dans le corps de Wong, pas dans sa tête. Ce n'est toujours pas très rassurant, alors Wong lui dit de sortir de son corps, mais le système l'ignore et l'avertit que quelqu'un approche. Un membre du personnel marche vers la salle de classe car il a entendu un bizarre provenant de l'intérieur, mais lorsqu'il ouvre la porte, il ne voit qu'une salle de classe vide avec une flaque d'eau sur le sol. Wong a réussi à rentrer chez lui, alors il décide de prendre une douche pour se détendre. Une fois la douche terminée, il sort son téléphone, et bizarrement, il fonctionne encore même s'il était au fond de la rivière avec lui. La première chose qu'il fait est d'appeler Shen Yao pour lui dire qu'il est en vie, et dès que Shen Yao répond, elle commence à lui demander frénétiquement s'il va bien. Il lui dit qu'il va bien, mais elle pense que Saint-Jean est allé trop loin, alors elle demande à Wong s'il devrait le dénoncer à la police. Honnêtement, Shen Yao aurait dû appeler la police dès qu'elle a vu Wong tomber du pont, mais Wong lui dit que ce n'est pas nécessaire. Il a réussi à s'échapper sans que Saint-Jean ne le repère, donc pour l'instant, il est probablement encore en train de chercher son corps dans la rivière et de s'inquiéter de la prison qui l'attend. Bref, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, alors Wong lui dit de se reposer pour aujourd'hui et raccroche. Il s'allonge ensuite sur son lit et se demande ce qu'il va faire de son système, car personne ne le croirait même s'il leur en parlait.
Soudain, le système réapparaît et demande à Wong s'il s'est calmé. Wong lui demande pourquoi il continue de le suivre, mais le système lui rappelle qu'il fait partie de son corps maintenant, donc Wong ne peut pas s'en débarrasser. Le système active alors le cube, et Wong est à nouveau aspiré à l'intérieur. Le système explique qu'il a établi une connexion avec le corps de Wong, donc en d'autres termes, Wong est coincé avec lui pour toujours. Cela fait de lui l'utilisateur du système universel du cube Héraclite, et par extension, le maître du système. Wong ne comprend toujours pas tout, alors il demande au système où il se trouve, et celui-ci explique que c'est un espace macro à l'intérieur du cube, et bien que le cube ne mesure que 3 cm, il contient bien plus d'espace à l'intérieur. Wong sait que le système dit la vérité, alors il lui demande pourquoi il s'embête à aider quelqu'un comme lui, et le système lui répond que c'est parce qu'il veut réaliser son rêve, et ce rêve est de devenir le roi du monde. Wang essaie de s'exercer à la téléportation avec le système, mais il manque rapidement d'énergie et manque de tomber du haut d'un immeuble. Le système lui indique que ses réserves d'énergie sont presque épuisées et qu'il va devoir limiter la téléportation à 1 fois par minute. Wang décide d'interrompre l'entraînement à la téléportation pour l'instant, car il serait dommage qu'il manque d'énergie à 1000 pieds d'altitude. Le système lui indique qu'il existe un moyen plus sûr de s'entraîner car, en théorie, il devrait pouvoir utiliser ses pouvoirs pour voir tout ce qui se trouve dans un rayon de 15. Wang décide d'essayer et, grâce à son nouveau pouvoir, il peut voir sa chambre à coucher, un couple au lit et l'une de ses voisines dans son bain. Comme il ne se sent pas à l'aise, Wang cesse d'utiliser son pouvoir sur son immeuble et essaie plutôt de scanner le jardin, mais il est effrayé lorsqu'un chat le regarde dans les yeux. Wang finit par tomber à genoux, et le système l'avertit que s'il continue à utiliser ses améliorations sensorielles et de téléportation, il sera à court d'énergie. Pour un débutant, Wang est plutôt doué pour contrôler ses pouvoirs, mais son corps n'est pas habitué à brûler autant d'énergie, et il finit par s'évanouir. Quelques heures plus tard, Wang se réveille dans son lit et se rend compte qu'il en a peut-être trop fait avec l'entraînement de la nuit dernière, il sera donc plus prudent à partir de maintenant. Le système a ramené Wang dans sa chambre après son évanouissement, car il a besoin de beaucoup de repos. Wang se rend soudain compte qu'il n'entend plus la voix du système dans sa tête et demande ce qui se passe. Le système explique que rester lié au corps de Wang consomme de l'énergie et qu'il ne peut pas laisser Wang mourir d'épuisement énergétique, car il disparaîtrait lui aussi. Cela semble logique à Wang, mais il a encore du mal à croire qu'il a maintenant des super-pouvoirs. Il essaie de trouver des informations sur le cube sur Internet, mais malheureusement, il n'y a pas d'Indien avec un tutoriel, alors il va devoir se débrouiller tout seul. C'est alors qu'il reçoit un message de Shen Yao, qui lui demande s'il veut déjeuner avec elle demain. Wang est d'abord excité, mais il se souvient de ce que Saint-Jean lui a fait, et il jure qu'il le lui fera regretter, mais pas tout de suite, car il manque encore d'énergie bien trop rapidement. Il demande au système s'il y a un moyen d'augmenter sa force. Le système lui répond qu'il existe une fonction d'amélioration automatique intégrée, et qu'en absorbant une gemme d'énergie, Wang peut devenir plus fort. Wang s'enthousiasme et demande de quel type de gemme il a besoin pour l'amélioration, et le système lui dit qu'il peut utiliser des pierres. En théorie, n'importe quel caillou peut contenir de l'énergie, mais il aurait plus de chances d'utiliser des pierres comme la charismatite sur l'étagère ou la bague en diamant inestimable de sa mère. Wang ne peut pas se permettre d'utiliser des pierres aussi chères dans le système, mais le système lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter parce qu'elles n'ont pas assez d'énergie. Cependant, le système a réussi à trouver une gemme à l'extérieur qui devrait avoir assez d'énergie pour lui donner une amélioration décente. Wang demande où elle se trouve, et le système lui répond qu'elle est dans le jardin du rez-de-chaussée. Wang ne perd donc pas de temps et se téléporte en bas avec une pelle à la main. Il demande ensuite où il doit commencer à creuser, mais le système l'encourage à essayer de le trouver par lui-même grâce à son sens de l'espace. Cela vaut la peine d'essayer, alors Wang ferme les yeux et commence à balayer la zone. Il finit par trouver quelque chose près de l'arbre, s'y rend et creuse. Il a du mal à croire que ce rocher renferme vraiment de l'énergie, car il ressemble à un simple caillou orange vif, mais le système lui assure qu'il peut être utilisé pour sa mise à niveau. Wang demande ce qu'il doit faire ensuite, et le système lui dit de placer la pierre précieuse dans son cube intérieur. Wang entre dans l'espace du cube et tient la pierre contre le mur, et quelques secondes plus tard, elle est absorbée. Il est surpris que cela ait fonctionné, et il commence déjà à sentir l'énergie pénétrer dans son corps. Le système explique que le pouvoir de la pierre a augmenté la force de Wang de 2 et son endurance de 1, et que s'il continue à absorber des pierres de puissance, il pourra améliorer considérablement sa capacité de combat. Le lendemain matin, le réveil de Wang sonne et il sort du lit, mais il est encore endormi parce qu'il a passé toute la nuit à chercher des pierres de puissance. Il se souvient soudain qu'il doit aller à l'école aujourd'hui. Il se dépêche donc de se préparer et se rend à sa classe quelques minutes plus tard. Dès qu'il arrive, Shen Yao commence à lui demander des explications sur tout ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais elle se rend compte que tout le monde en classe la regarde et qu'ils se souviennent encore qu'elle a avoué aimer Wang, alors il commence à la taquiner à ce sujet. Juste à ce moment-là,
il y a de l'agitation à la porte d'entrée parce que Saint-Jean vient d'arriver, et la première chose qu'il a faite après son arrivée a été d'ordonner à l'un de ses subordonnés de donner un coup de pied dans le corps d'un homme au hasard. Saint-Jean s'est clairement introduit dans l'école parce qu'il en a après Wang. Shen Yao est donc inquiète, mais Wang lui dit de se calmer et de retourner à sa place pour l'instant. Saint-Jean a entendu dire que Wang était toujours en vie, alors il se rend devant la classe et exige de savoir où il est. Dès qu'il prononce le nom de Wang, tous les élèves le regardent parce qu'ils sont tous des mouchards. Wang essaie d'ignorer le problème dans l'espoir que Saint-Jean abandonne et s'en aille, mais il a déjà repéré Wang et commence à monter les escaliers pour le rejoindre. Il ne semble pas que Wang puisse s'en sortir sans se battre, mais grâce à ses nouveaux pouvoirs, il devrait pouvoir le maîtriser. Pour s'en assurer, il demande au système s'il a de bonnes chances de gagner, et le système lui répond que ce sera une victoire facile parce que la puissance de combat moyenne des gens ici est de 5, et que la puissance de combat actuelle de Wang est de 22. Tout à coup, Shen Yao tente de convaincre Saint-Jean de ne pas le faire parce qu'elle ne veut pas que Wang soit blessé, mais Saint-Jean s'approche d'elle et commence à parler de Wang comme d'une merde. Shen Yao dit à Saint-Jean de partir, mais Wang en a assez de ce manque de respect. Il se lève et s'excuse auprès de Shen Yao d'avoir laissé Saint-Jean la harceler si longtemps, mais il dit qu'il va s'occuper de lui maintenant. Saint-Jean est vexé que Wang pense qu'il peut s'occuper de lui, il l'attrape par le col et menace de le tuer. Mais Wang lui saisit le bras et le serre si fort que Saint-Jean reconsidère momentanément ses décisions. Wang dit à Saint-Jean que s'il continue à les harceler, lui et Shen Yao, il n'aura d'autre choix que de le lui faire regretter. Saint-Jean essaie toujours de comprendre quel stéroïde Wang a pris pour avoir autant de force, mais tout à coup, le professeur de la classe arrive et dit à Saint-Jean et à ses hommes de sortir parce qu'ils ne font pas partie de cette classe. Saint-Jean ne veut pas que le professeur appelle la police, alors il accepte de partir, mais avant, il chuchote à l'oreille de Wang et lui dit de venir sur le terrain de basket de North ce soir s'il ne veut pas que Shen Yao soit blessé. Saint-Jean s'en va et Shen Yao demande à Wang de lui dire ce que Saint-Jean lui a chuchoté à l'oreille, mais Wang lui répond que ce n'est pas important. Par coïncidence, il dit qu'il a soudain mal à la tête et qu'il devra peut-être sécher les cours aujourd'hui. Pendant ce temps, sur le terrain de basket, Saint-Jean n'arrive toujours pas à comprendre comment Wang est devenu assez fort pour lui laisser des bleus sur le poignet, mais il pense que c'est un coup de chance parce qu'il n'a jamais fait autant de sport, et il jure qu'il fera payer Wang pour l'avoir humilié de la sorte. Un peu plus tard, Wang arrive au terrain de basket et demande où se trouve Saint-Jean. Il trouve Saint-Jean assis en haut des gradins, et Saint-Jean rit parce que Wang ne peut plus s'échapper. Et il n'y a aucune chance que Wang gagne ce combat parce que Saint-Jean n'a jamais prévu d'avoir un combat à 1 contre 1, il va sauter sur Wang avec toute sa bande. Le système prévient Wang qu'il risque d'être cuit car il y a 13 adversaires. Toujours confiant dans ses pouvoirs, Wang demande au système quelles sont ses chances de gagner, et à sa grande horreur, le système lui dit qu'il n'a que 20% de chances de gagner. Wang n'a soudain plus confiance en lui et Saint-Jean s'en aperçoit, ce qui l'amène à se moquer encore plus de lui. Il rassemble tous ses hommes et les place devant Wang, mais avant de commencer à le battre, il lui donne une dernière chance de s'excuser et d'implorer sa pitié. Cependant, Wang commence à insulter Saint-Jean et son gang de North City parce qu'ils sont trop effrayés pour le combattre en 1 contre 1. Saint-Jean le sait, mais il ne peut pas laisser passer cette insulte et s'apprête à frapper Wang. Mais avant qu'il ne le fasse, l'un de ses hommes s'avance et dit qu'il combattra Wang pour Saint-Jean. Kong est le plus fort combattant du gang de Saint-Jean, et tout le monde est convaincu que Wang n'a aucune chance contre lui. Même Wang n'est pas sûr de pouvoir l'affronter, alors il demande au système d'analyser la puissance de combat de Kong, mais elle n'est que de 10. Alors il ne devrait pas être trop difficile à battre. Kong ramasse un ballon de basket et s'apprête à le lancer sur Wang, mais le système l'avertit et il esquive à temps. Kong essaie ensuite de frapper Wang, mais celui-ci bloque et se faufile comme un combattant professionnel. Pendant ce temps, Shen Yao s'inquiète pour Wang, car il a agi de façon suspecte plus tôt, et maintenant il ne répond pas au téléphone, alors elle décide de faire quelque chose à ce sujet. De retour au gymnase, Kong n'a toujours pas réussi à porter un seul coup à Wang, et il commence à s'épuiser, alors Wang n'a plus qu'à porter le coup de grâce. Kong charge à nouveau sur Wang, mais Wang est encore trop rapide pour lui, il attrape la jambe de Kong, et à partir de là, c'est l'extinction des feux pour lui, car Wang lui assène un coup de poing électrique et projette Kong contre un mur. Les autres membres du gang n'arrivent pas à croire que Kong a été vaincu par un inconnu comme Wang, et ils demandent à Saint-Jean ce qu'ils doivent faire. Saint-Jean se contente de rire et de crier que même si Wang a pu vaincre Kong, ils sont encore trop nombreux pour qu'ils puissent se battre en même temps, et qu'il perdra donc toujours. Wang demande au système si ses chances de gagner contre le gang ont augmenté. Comme Kong est toujours dans les vapes, il y a une personne de moins à combattre, mais les chances de Wang de gagner ne sont encore que de 30%, ce qui signifie qu'il risque d'avoir de gros ennuis. Il n'a pas d'autre choix que de les combattre tous en même temps. Wang se met donc en position et commence à parer leurs attaques, mais il n'arrive pas à les suivre tous et reçoit un coup de pied par derrière.
Wang prend ce coup de pied personnellement, il se retourne et efface toute la génération future du gars en un seul coup de pied. Il le jette ensuite devant Saint-Jean, qui commence à s'inquiéter et demande à tout le monde d'encercler Wang immédiatement. Wang ne peut pas se laisser acculer, alors il saute sur les gradins et commence à courir pour créer une certaine distance entre eux. Il saute ensuite vers le bas et balaie les jambes d'un gars, mais il se fait alors attraper par derrière. Il essaie de se débarrasser du gars, mais avant qu'il ne s'en rende compte, il reçoit un coup de pied dans les tripes et se retrouve au sol. Ce coup de pied lui a fait très mal, mais Wang n'a pas l'intention de se laisser prendre au dépourvu une nouvelle fois, et il se tient prêt à les affronter tous en même temps. Au début, il est submergé par leurs attaques incessantes, mais cette fois, il sent venir l'attaque sournoise, l'esquive et attrape la jambe du type qui lui a donné un coup de pied dans le ventre. Il fait ensuite pivoter le gars et le projette directement dans le visage de Saint-Jean, qui commence enfin à réaliser à quel point la force de Wang est terrifiante. Wang commence alors à marcher vers Saint-Jean, mais le système l'avertit qu'il doit faire une pause car il a presque épuisé toute son énergie. Dans son état actuel, il n'a aucune chance de battre Saint-Jean dans un combat. Mais même si ce n'est qu'un bluff, Wang veut effrayer Saint-Jean suffisamment pour qu'il ne cause plus jamais d'ennui à Shen Yao. Juste à ce moment-là, le chef du gang de South City arrive, et il est là pour se moquer de Saint-Jean et du gang de North City pour avoir perdu un combat contre un seul homme. Il dit à Saint-Jean que s'il ne peut pas battre un seul homme, il n'a pas le droit de s'appeler le chef du gang de la ville du Nord, et qu'il devrait donc abandonner, mais Wang l'interrompt en plein milieu de sa phrase. Il voit bien qu'il y a un différend entre les gangs des villes du Nord et du Sud, mais cela n'a rien à voir avec lui, alors il ne veut pas s'en mêler. Cependant, bien que Yuan n'ait jamais rencontré Wang auparavant et qu'il n'ait aucune idée de la raison pour laquelle il se battait contre Saint-Jean, il décide d'envoyer ses subordonnés le battre juste pour prouver qu'il a raison. Le système prévient Wang qu'il n'a aucune chance de les battre dans un combat frontal avec son niveau d'énergie actuel, et qu'il doit donc prendre ses jambes à son cou. Wang demande au système de le téléporter, mais comme il est à court d'énergie, il doit attendre le temps de recharge, alors il continue de courir jusqu'à ce qu'il arrive sur le côté de l'escalier. Le temps de recharge étant écoulé, il peut enfin se téléporter à nouveau, et la première chose qu'il fait est d'éteindre toutes les lumières. Alors que tout le monde tâtonne dans le noir, Wang se téléporte derrière eux, et après avoir fixé Yuan droit dans les yeux, le plaque au sol. Il passe ensuite à tabac tous les membres du gang de Yuan. Lorsque les lumières se rallument, Wang est le seul à rester debout, et Saint-Jean est encore plus terrifié par lui. Tout à coup, ils entendent un homme crier à l'extérieur du gymnase, et il semble que Shen Yao ait appelé les flics parce qu'elle s'inquiétait pour Wang. Les policiers tentent de franchir les portes verrouillées et Shen Yao leur demande de se dépêcher, car son ami est peut-être en danger à l'intérieur. Wang ne pourra pas sortir du bâtiment sans se faire repérer, et il ne veut pas avoir d'ennui pour s'être battu, alors il doit trouver quelque chose rapidement. Il regarde Saint-Jean et se téléporte devant lui. Saint-Jean se met alors à genoux et commence à implorer son pardon. Cela donne une bonne idée à Wang, qui dit qu'il pardonnera à Saint-Jean, mais à une seule condition. Alors que la police parvient enfin à ouvrir la porte, elle voit Saint-Jean tenir Wang par le col et faire semblant de le frapper. Saint-Jean et Yuan finissent par avoir des ennuis pour avoir déclenché une bagarre de groupe dans le gymnase, mais Wang s'en tire à bon compte parce qu'il a convaincu les policiers qu'il n'était qu'un spectateur innocent qui s'est retrouvé pris entre deux feux. Il a également fait promettre à Saint-Jean de ne plus jamais ennuyer Shen Yao, ce qui résout le problème. Mais ce combat a fait comprendre à Wang qu'il y a des limites à son pouvoir, et qu'il doit donc devenir plus fort dès que possible, et pour cela, il doit trouver d'autres gemmes de pouvoir. Il se rend dans une bijouterie, mais il se rend vite compte qu'il n'a pas les moyens de se les offrir et qu'il ne veut pas non plus les voler. Il envisage brièvement d'avoir une sugar mama pour pouvoir acheter les gemmes, mais cela n'en vaut pas la peine, alors Wang décide de partir à la recherche de gemmes de puissance dans la nature. Il s'équipe et se rend dans la chaîne de montagnes la plus proche pour commencer à chercher des gemmes. Il en trouve quelques-unes, mais l'une d'entre elles se trouve sous un rocher géant, une autre au fond d'un lac et une autre encore à 15 mètres sous terre, si bien qu'il est impossible pour Wang de l'atteindre par ses propres moyens. À ce moment-là, le système avertit Wang qu'il vient de localiser une grotte souterraine contenant une grande quantité d'énergie sous forme de pierres de puissance. Curieux, Wang tente de se téléporter dans la grotte, mais pour une raison inconnue, bien qu'elle soit à portée, il ne peut pas y entrer. Le système explique que si une zone est complètement fermée, Wang ne peut pas se téléporter à l'intérieur. Pour se téléporter dans la grotte, il lui faudrait un espace d'au moins 1 centimètre, mais Wang n'a pas la force de creuser jusqu'au fond. Il réfléchit un instant, et si tout ce dont il a besoin, c'est d'être proche d'un trou dans la grotte, il devrait pouvoir en trouver un près du lac. L'eau a forcément érodé le sol, et après avoir scruté le sol, il trouve une minuscule ouverture qui mène à la grotte. Une fois téléporté dans la grotte, il tombe car il ne s'attendait pas à ce que le sol soit si glissant. Il sort sa lampe de poche et commence à regarder autour de lui pour voir s'il trouve quelque chose, mais tout ce qu'il voit, c'est une grenouille au hasard. Tout à coup,
Le système informe Wang qu'il a détecté des pierres de puissance juste devant lui, mais il n'y a rien d'autre qu'un mur ici, et Wang est incroyablement frustré. Après tout le mal qu'il s'est donné pour arriver jusqu'ici, il n'arrive toujours pas à atteindre les pierres de puissance, mais c'est alors qu'il sent une rafale de vent sur son visage. Il se rend compte que s'il y a du vent, c'est qu'il doit y avoir un trou quelque part. Dès qu'il trouve la brèche, Wang se téléporte à l'intérieur. Après s'être téléporté à travers la brèche, Wang se retrouve dans une toute nouvelle section de la grotte. Il fait quelques pas en avant, mais il n'a pas fait attention et il manque de tomber du bord d'une falaise. Heureusement, il réussit à se sauver, mais il n'a plus de lampe de poche. Il décide de faire une pause et d'essayer de repérer les gemmes avant de faire quoi que ce soit d'autre, mais il s'avère que Wang n'est pas seul ici. Il parvient à localiser les gemmes dans un groupe de l'autre côté de la grotte, mais alors qu'il essaie de trouver un moyen de s'y rendre car elles sont hors de portée de sa téléportation, un serpent géant se faufile derrière lui. Au moment où le serpent s'apprête à le dévorer, Wang décide de se téléporter de rocher en rocher jusqu'à ce qu'il atteigne les gemmes, ce qui lui permet de se téléporter avant que le serpent ne le morde. Il n'a toujours pas réalisé qu'il y avait un serpent dans ce tunnel, alors il décide de marcher le reste du chemin en attendant la fin du temps de recharge de sa téléportation. Il finit par s'approcher suffisamment pour que le système identifie 12 pierres de pouvoir différentes, ce qui réjouit Wang, mais il sera difficile de les atteindre car les plateformes près des pierres de pouvoir sont très étroites. Il ne sait toujours pas que le serpent essaie de le manger, et il ne veut pas risquer de faire une chute mortelle, alors il hésite à se téléporter. Mais il n'y a pas d'autre moyen, et juste avant que le serpent ne le morde, Wang se téléporte et s'accroche à un rocher pour survivre. Maintenant qu'il est assez proche des pierres de pouvoir, Wang s'attache à une corde pour sa sécurité et commence à les extraire. Mais lorsqu'il essaie de récupérer la deuxième, sa main glisse et il la laisse tomber accidentellement au fond de la grotte. Il ne peut pas se permettre de perdre cette gemme, alors il essaie d'utiliser son sens de l'espace pour la localiser, mais à sa grande horreur, il sent quelque chose d'énorme juste à côté de lui. Alors que le serpent tente de le mordre, Wang glisse et tombe du bord du pilier, et le serpent plonge à sa poursuite. Heureusement, la corde autour de la taille de Wang l'empêche de tomber, le serpent le manque et tombe dans l'eau. Cependant, quelques instants plus tard, la corde se rompt et Wang tombe également dans l'eau. Il risque maintenant de se noyer, mais le serpent essaie toujours de le manger. Wang saisit alors sa pelle et tente d'éloigner le serpent, mais la pelle ne fait absolument rien, et Wang se fait capturer par le serpent, qui commence à lui arracher la vie. Wang demande au système de le téléporter dans la dimension du cube, mais le système lui dit qu'il ne peut pas le faire tant que le serpent le retient. Dans un ultime effort, Wang plante la pelle dans le serpent pour qu'il le libère. Le serpent le libère, mais Wang est déjà dans les vapes à cause du manque d'air, et le système le téléporte automatiquement dans la dimension du cube. Une fois que Wang a repris conscience, il dit au système qu'il va fusionner avec toutes les gemmes qu'il vient de collecter. C'est une option, mais le système informe Wang qu'il y a une meilleure façon de procéder. Il possède actuellement 11 gemmes de puissance élémentaire, mais elles peuvent être synthétisées en une gemme de puissance avancée, et une gemme de puissance avancée lui confère beaucoup plus de puissance. Wang veut évidemment une gemme de puissance avancée, mais le système lui dit qu'il faudra 4 jours pour synthétiser les gemmes en une gemme de puissance avancée. Comme ils n'ont pas ce temps, le système dit à Wang qu'il peut synthétiser 9 gemmes et en utiliser 2 tout de suite pour combattre le serpent. Une fois qu'il a fini d'absorber les 2 gemmes élémentaires, Wang se téléporte à nouveau hors du cube, et le serpent l'attaque à nouveau immédiatement. Mais cette fois, Wang bloque facilement l'attaque et tue le serpent instantanément. Wang est honnêtement déçu que le combat ait été si facile, car il s'attendait à un défi plus important, mais il est tout de même reconnaissant de cette victoire facile. Il entre dans l'eau pour jeter un coup d'œil au cadavre du serpent, mais à sa grande surprise, il y trouve une autre gemme de puissance, et celle-ci est vraiment très belle, alors Wang a une bonne idée de ce qu'il va en faire. Pendant ce temps, Saint-Jean et Yuan se rencontrent dans un club, et Yuan semble bien décidé à se venger de Wang. Yuan veut se venger de Wang, mais Saint-Jean ne pense pas que cela en vaille la peine parce qu'il n'y a aucun moyen de le battre, même avec la force combinée de leurs 2 gangs, Wang les écraserait toujours, mais Yuan a un plan. Il dit à Saint-Jean que Luo est de retour en ville, et dès que Saint-Jean entend ce nom, il est terrifié. Il crie à Yuan parce que ce serait une condamnation à mort que d'envisager de demander de l'aide à Luo, mais Yuan n'est pas assez stupide pour le faire. En revanche, il est assez stupide pour penser qu'il peut manipuler Luo afin qu'il se débarrasse de Wang pour eux. Il rappelle à Saint-Jean que si Luo a quitté la ville il y a 2 ans, c'est parce qu'il s'est battu avec quelqu'un de plus fort que lui, un certain Shiku. Saint-Jean ne sait pas grand-chose sur Shiku, mais il se souvient que Shiku avait quelque chose à voir avec Shen Yao. Shen Yao était en train d'étudier à la bibliothèque quand, tout à coup, son téléphone a sonné. Dès qu'elle décroche, le correspondant l'avertit que quelqu'un vient la chercher. Tout à coup, Shen Yao se retrouve entouré de 4 hommes en costume, qui n'ont pas l'air d'être là pour lui donner des bonbons. Shen Yao se lève donc et court tout droit vers la porte,
mais un agent lui barre le chemin, si bien qu'elle est obligée de courir dans le couloir. Elle finit par trouver un placard, ouvre la porte et s'enferme à l'intérieur pour échapper aux agents, mais elle n'a nulle part où aller. Les agents commencent à essayer d'enfoncer la porte, et Shen Yao est terrifiée. Mais alors que la situation semble désespérée, l'homme qui l'a prévenue lui dit de se retourner. Derrière elle, une boule d'énergie jaune flotte et, de là, une main se tend pour l'attraper. Lorsque les agents ont enfoncé la porte, Shen Yao a disparu depuis longtemps. Elle a été enlevée par Shiku, et c'est lui qui l'a prévenue de la présence des agents, alors il essaie de l'éloigner le plus possible d'eux. Il envoie tous les mouvements de parcours possibles et imaginables. Cependant, les agents ont une arme secrète pour contrer le parcours de Shiku, un pistolet. Shiku se fait tirer dessus et s'en sort à peu près indemne, mais il ne pourra pas s'éloigner des agents comme ça, alors il met Shen Yao à terre et érige une barrière pour la protéger pendant qu'il se prépare au combat. Il saute d'une corniche, et dès qu'il atterrit, il frappe l'un des agents d'un coup de poing qui lui fait sentir le son. Un autre agent se précipite pour l'attaquer, et Shiku le repousse d'un coup de poing tout en repoussant deux autres agents. Finalement, l'un d'entre eux parvient à plaquer Shiku, et maintenant qu'il le tient, il l'entraîne dans les airs. Après une brève bagarre en l'air, l'homme parvient à projeter Shiku contre un bâtiment avec l'aide de ses trois alliés, mais lorsque la poussière retombe, les trois alliés ont été assommés. Shiku, quant à lui, va parfaitement bien, mais je suis sûr qu'au moins 10 personnes innocentes viennent de mourir dans cet immeuble. Shiku est toujours confronté à un agent, alors il sort de l'immeuble en flottant et enlève son manteau parce que les choses sérieuses vont commencer. L'agent en a assez de perdre du temps, alors il décide d'y aller à fond et de ramasser un deuxième bâtiment pour s'en servir comme projectile. Les habitants de l'immeuble regrettent sans doute de ne pas s'être fait porter pâle, mais ils ne peuvent rien faire, car l'agent lance l'immeuble sur Shiku. Mais sans même transpirer, Shiku attrape l'immeuble avec ses pouvoirs, le brise et lance les blocs sur l'agent. L'agent tente de se défendre, mais Shiku compresse simplement tous les blocs jusqu'à ce qu'une explosion massive se produise et envoie Shiku et l'agent dans une version miroir du monde. Shiku est contrarié que les choses se soient passées ainsi, car cela va lui causer beaucoup d'ennuis, et il doit d'abord s'occuper de l'agent. L'agent sort son arme et la pointe sur Shiku, et je ne sais pas trop ce qu'il pense qu'une arme va faire alors que Shiku vient d'attraper un bâtiment il y a une minute, mais cela n'a pas d'importance parce que l'arme ne fonctionne pas dans cette dimension, et Shiku n'a plus le temps de toute façon. L'énergie jaune commence à entourer Shiku et fait tomber l'agent à la renverse dans l'eau. Le temps commence alors à se rembobiner, et Shiku espère que les choses se passeront différemment dans la prochaine boucle. Finalement, tout revient à la normale et Shen Yao se réveille à son bureau dans la bibliothèque. Elle ne se souvient pas de ce qui vient de se passer, et elle trouve un jeune Wang à côté d'elle, qui lui demande de l'aide parce qu'il ne comprend pas son devoir de maths. De retour dans le présent, Yuan continue de parler de son plan. Luo est très remonté contre Shiku, alors s'ils jouent bien leurs cartes, ils pourront peut-être forcer Wang à se battre avec Luo en utilisant Shen Yao comme appât. Le lendemain, Wang est censé rencontrer Shen Yao pour un rendez-vous, mais elle est en retard et lorsqu'il essaie de l'appeler au téléphone, elle ne répond pas. Il trouve cela étrange car Shen Yao n'ignore jamais ses appels, mais elle est peut-être simplement occupée, alors il décide d'attendre un peu plus longtemps qu'elle arrive. Cependant, il finit par entendre quelqu'un parler d'un incident qui s'est produit dans le complexe d'appartements où Shen Yao habite, et Wang a un mauvais pressentiment à ce sujet, alors il part en courant pour aller voir Shen Yao. Mais à son grand désarroi, lorsqu'il arrive, il trouve l'endroit envahi de voitures de police, et la mère de Shen Yao pleure parce que Shen Yao a été kidnappée. La police dit qu'elle va enquêter pour retrouver Shen Yao, mais Wang n'a pas l'intention d'attendre, il doit découvrir qui est derrière tout ça. À ce moment-là, Wang aperçoit Saint-Jean qui se promène dans la foule à proximité, et il sait qu'il doit avoir quelque chose à voir avec tout ça, alors un peu plus tard, Wang le coince dans une ruelle sombre et lui demande des explications. Au début, Saint-Jean essaie de jouer les idiots et fait comme s'il ne savait rien, mais Wang fait un trou dans le mur et prévient Saint-Jean que la même chose va lui arriver à la tête s'il ne commence pas à parler rapidement. Saint-Jean commence immédiatement à moucharder et raconte à Wang tout le plan que Yuan a mis au point. Pendant ce temps, Yuan regrette l'existence des cellules cérébrales stupides qui lui ont fait croire que c'était un bon plan. Luo a déjà compris que Yuan essayait de se servir de lui, et il déteste être manipulé, mais il déteste aussi Shiku, alors si le plan de Yuan permet d'attirer Shiku, il va jouer le jeu. Mais cela ne veut pas dire qu'il a pardonné à Yuan, donc Luo joue actuellement au golf avec la bouche de Yuan. Shen Yao est actuellement attachée dans un coin de la pièce, et elle est terrifiée après avoir vu ce que Luo vient de faire à Yuan, alors elle essaie d'éviter le contact visuel, mais il s'approche directement d'elle. Il lui dit qu'il va lui poser quelques questions et qu'elle n'a pas intérêt à lui mentir, car il n'hésitera pas à lui refaire le visage comme il a fait avec Yuan. Il lui demande quelle est sa relation avec Shiku, mais Shen Yao n'a jamais entendu parler de lui. Luo ne la croit pas parce qu'il existe des archives montrant que Shiku a risqué sa vie contre des hommes extraordinaires juste pour la sauver, il est donc impossible qu'elle ne sache pas qui il est.
Il est possible que Shiku l'ait sauvé sans lui révéler sa véritable identité, et qu'elle ne sache donc pas qui il est. Mais Shiku sait certainement qui est Shen Yao, et il semble tenir beaucoup à elle, il est donc étrange qu'il ne se soit pas encore montré pour la sauver alors qu'elle a été kidnappée. Et même si Shiku se présente, le majordome n'est pas sûr que Luo puisse gagner contre lui avec ses forces actuelles. Luo pense que c'est absurde, car il a dépensé beaucoup d'argent pour engager des combattants professionnels afin de se venger. Mais même ainsi, ils ne connaissent pas la force réelle de Shiku, et le majordome n'est pas sûr de pouvoir gagner contre lui. Et ce n'est peut-être pas une bonne décision de tuer ou même de blesser Shen Yao, tant qu'ils n'ont pas de plan pour s'occuper de Shiku. Luo comprend ce qu'il dit, il se calme et accepte de laisser Shen Yao tranquille pour l'instant et quitte la pièce. Pendant ce temps, Saint-Jean vient d'expliquer comment Yuan a convaincu Luo de kidnapper Shen Yao en raison de ses liens avec Shiku. Wang ne comprend rien et demande à Saint-Jean qui est ce Shiku et pourquoi Luo pense qu'il peut utiliser Shen Yao pour l'attirer. Saint-Jean rappelle à Wang l'incident qui est arrivé à Shen Yao il y a plusieurs années, lorsqu'elle a failli être kidnappée. La légende veut qu'un bon samaritain l'ait sauvée, mais en réalité, cet homme était Shiku. Depuis ce jour, de nombreuses personnes ont essayé de le retrouver. Une nonne y est parvenue, car Shiku ne laisse jamais de traces de sa présence derrière lui, sauf une fois où il s'est présenté et a cassé 2 doigts de Luo. Depuis ce jour, Luo veut absolument retrouver Shiku pour se venger. Yuan a décidé d'utiliser cette situation à son avantage et a donné des informations à Luo pour qu'il kidnappe Shen Yao. Mais pour être clair, Saint-Jean était contre le plan depuis le début, il n'a donc rien à voir avec cela. Wang en a assez entendu, il est donc prêt à aller sauver Shen Yao, et comme Saint-Jean n'était pas impliqué, Wang va le laisser partir. Wang finit par arriver sur le site de construction où Shen Yao est détenu, mais alors qu'il s'approche, le système l'avertit qu'il y a 7 puissants artistes martiaux à l'intérieur. Wang se rend compte que cela pourrait être gênant, alors il demande au système s'il a déjà fini de traiter la gemme avancée, mais il lui faudra encore 30 minutes pour la synthétiser. Wang pourrait attendre d'avoir augmenté sa puissance, mais il ne sait pas si Shen Yao est en sécurité, il ne peut donc pas se permettre de perdre du temps. Alors qu'il se dirige vers le bâtiment, Luo et son équipe le repèrent, et même si Wang n'est pas Shiku, Luo pense qu'il sera amusant de le tourmenter, alors il ordonne à ses artistes martiaux de s'occuper de lui. Mais ils ne peuvent le combattre qu'un par un, car sauter sur lui d'un seul coup ne serait pas drôle à regarder. Wang s'approche de la porte d'entrée et s'apprête à forcer la serrure pour entrer, mais il est arrêté par Pablo, un adepte des arts martiaux. Il prévient Wang que la serrure est renforcée par une barrière surnaturelle, et que s'il tente de la forcer, il subira un choc en retour et mourra. Dans ce cas, Wang lui demande de lui remettre la clé de la serrure, mais Pablo ne peut pas le faire. Il a reçu l'ordre de tuer quiconque tente de monter à l'étage, il donne donc à Wang une chance de faire marche arrière et de rentrer chez lui. Cependant, Wang n'a pas l'intention d'abandonner Shen Yao, et si Pablo essaie de se mettre en travers de son chemin, Wang devra le battre. Selon le système, Pablo a un niveau de puissance de 52, et le niveau de puissance de Wang n'est que de 50. Pablo donne le premier coup de poing, qui aurait pu être fatal, mais Wang parvient à esquiver à temps et lui envoie un coup de pied au visage. Cependant, il ne subit aucun dommage. Pablo est plus fort et plus résistant que Wang, donc même si Wang est un peu plus rapide que lui, il ne pourra pas porter de coup décisif avec ses poings. Mais Wang se rend compte qu'il s'agit d'un combat de rue et, alors que l'homme le charge à nouveau, il téléporte un marteau à proximité dans sa main et lui ouvre le crâne avec. Pendant que Pablo fait une sieste potentiellement permanente, Wang prend la clé et se rend à l'étage suivant. Alors qu'il monte les escaliers en courant, le système l'avertit que le prochain combattant a un niveau de puissance de 75, mais Wang n'hésite pas et se précipite dans la pièce. Dès qu'il entre, il se rend compte que toutes les lumières sont éteintes et que la pièce est plongée dans le noir. L'artiste martial de cet étage, Li, est un assassin qui maîtrise la technique d'effacement de sa présence dans les endroits sombres. Tous ses points de stats sont consacrés à la furtivité, ce qui lui permet de s'approcher discrètement de Wang et de le tuer avant qu'il ne se rende compte de ce qui se passe. C'est du moins ce qui se passerait si Wang n'avait pas de conscience spatiale. Wang sait exactement où se trouve Li, et alors qu'il tente de l'attaquer par derrière, Wang sort une batte de son inventaire et frappe Li en plein dans les couilles. 2 artistes martiaux de l'étage supérieur ont regardé Wang monter les étages, et ils sont surpris qu'il ait réussi à les battre si facilement. Mais son prochain adversaire sera Beowulf, et l'homme ne pense pas que Wang ait la moindre chance. Il prédit qu'il ne faudra que quelques secondes à Beowulf pour l'écraser. Mais si, par miracle, Wang parvient à le vaincre, il devra alors les affronter, et la jeune fille est particulièrement enthousiaste. Wang finit par atteindre l'étage suivant, et Beowulf l'attend debout, le dos tourné. Il s'apprête à faire un discours sur le fait que Wang est parvenu jusqu'ici, mais Wang saute la scène et tente de le frapper avec une batte. Mais Beowulf l'attrape et plaque Wang au sol. Ce seul coup a fait perdre tout son souffle à Wang,
qui sait qu'il n'a aucune chance contre Beowulf dans l'état où il se trouve. Mais heureusement, le système l'informe que la gemme avancée est presque entièrement traitée, et qu'il lui suffit de survivre 1 minute pour bénéficier d'une augmentation de ses statistiques. Oui, cela va être beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait, car Beowulf est en train de faire des combos sur Wang, et il ne peut rien y faire. Wang tente de donner un coup de pied à Beowulf, mais s'approcher de lui était une erreur car Beowulf attrape la jambe de Wang, lui brise le bras, puis le frappe directement à travers un pilier. Wang serait mort à l'heure qu'il est, mais 1 minute s'est écoulée et le système commence à intégrer le pouvoir de la gemme avancée. Cela guérit le corps de Wang et augmente toutes ses statistiques. Il est donc prêt à reprendre le combat, mais cette fois, la balance penche en sa faveur. Comme Wang est de nouveau sur pied, Beowulf se prépare à un nouveau round de combat, mais d'un seul coup de poing, Wang l'envoie voler à l'autre bout de la pièce. Ce coup de poing pousse Beowulf à remettre en question tout ce pourquoi il a travaillé, car il n'arrive pas à croire qu'un guerrier de niveau sait comme lui puisse perdre face à un gamin. Mais ce gamin aléatoire le frappe avec un éclair noir et le fait passer à travers le mur. Luo a regardé tout ce qui se passait sur les caméras et il est furieux que les artistes martiaux hautement qualifiés qu'il a payés perdent contre un gamin dont il n'a jamais entendu parler. Il aurait peut-être mieux valu qu'il saute sur Wang, mais le majordome l'assure que les 2 prochains artistes martiaux le vaincront à coup sûr. Ils font partie de l'Alliance des arts martiaux millions, et on peut dire qu'ils sont de vrais professionnels. Les Million Stones sont une force avec laquelle il faut compter. Cette fille est encore plus terrifiante que lui. Depuis qu'elle est arrivée ici, elle porte un bracelet de restriction pour limiter ses pouvoirs. Et si elle l'enlevait, il n'y aurait aucune idée de l'ampleur des dégâts qu'elle pourrait causer. Wang est en train de monter l'escalier pour atteindre l'étage suivant, mais le système l'avertit que son rythme cardiaque monte en flèche et qu'il est en proie à un stress psychologique important. Wang en est bien conscient, et il est stressé parce qu'il peut sentir l'aura terrifiante qui émane des personnes de l'étage suivant, mais quoi qu'il arrive, il doit continuer à avancer pour sauver Shen Yao. Wang monte à l'étage suivant, et une fois dans la pièce, il est confronté à Stone et Cui. Elle est excitée que Wang soit enfin là, alors elle sort un scanner de puissance et s'approche de lui pour voir à quel point il est fort. Cependant, à sa grande surprise, le scanner indique que Wang a une longueur d'onde EF de 0, quoi que cela signifie, il n'est pas un surhumain, du moins selon les standards EF. Pendant ce temps, Stone analyse les images de surveillance des combats précédents de Wang, et d'après ce qu'il voit, il ne semble pas que Wang soit un cultivateur non plus car il n'a pas de puissance interne, et la seule technique de combat qu'il semble connaître est le Left-Right Godknight. Wang a combattu uniquement avec sa force physique pure, donc lui pense qu'il doit être un affineur de corps, et maintenant elle est encore plus excitée car vaincre un affineur de corps boostera définitivement sa puissance. Wang n'a absolument aucune idée de ce qui se passe, mais après que Cui ait finalement repris son calme, elle s'excuse d'avoir été si impolie et se présente correctement. Elle lui dit qu'elle s'appelle Cui Jialin, mais qu'il peut l'appeler « chérie » s'il le souhaite. Wang ne comprend toujours pas pourquoi elle est si excitée de le rencontrer, mais puisqu'elle se présente, il fait de même et lui serre la main. Cependant, c'était une erreur car Cui serre sa main fermement pour qu'il ne puisse pas s'échapper, et pendant que Wang était distrait par ses lèvres, elle lui donne un coup de poing en plein visage. Wang est un partisan de l'égalité des droits et des coups, alors il riposte et envoie un uppercut à Cui en guise de revanche, mais malheureusement, elle aime ce genre de choses, donc se faire frapper l'excite encore plus. Wang ne veut rien avoir à faire avec ce niveau de folie, alors il retire sa main de Cui et la traite de perverse. Elle ne nie pas les accusations, mais elle veut s'amuser encore plus avec Wang, alors elle charge vers lui et commence à lui donner des coups de poing répétés dans le ventre. Wang essaie de l'arrêter en lui attrapant les cheveux, mais elle dit alors « Plus fort, papa », et Wang est pris au dépourvu lorsqu'elle le frappe d'un coup de pied à travers la pièce, puis elle commence à s'approcher de lui avec un regard malicieux dans les yeux. Stone dit à Wang qu'il n'est pas de taille face à Cui, alors il devrait commencer à dire ses dernières prières avant qu'elle ne le tue. Cependant, Cui ne lui donne même pas la chance de répondre avant de lui donner un coup de pied latéral dans un pilier. Ce dernier coup lui a vraiment coupé le souffle, mais lorsqu'il regarde Cui, elle a l'air de le narguer pour qu'il riposte, alors il se relève et décide de tout donner contre elle. Il frappe Cui en plein visage, mais même avec du sang qui coule de son nez, elle sourit toujours car elle adore la douleur. Elle dit à Wang de continuer, et pour le motiver un peu, elle recommence à attaquer, donc Wang n'a d'autre choix que de lui envoyer des combos gauche-droite encore, et elle adore chaque seconde. Cui est généralement bizarre, mais elle est encore plus bizarre que d'habitude, donc Stone commence à s'inquiéter. Une fois que Wang a fini de frapper Cui, elle lui dit qu'elle est déçue que ce soit tout ce qu'il puisse faire, puis elle lui assène un coup de pied circulaire qui l'envoie au sol. Elle s'apprête à activer ses pouvoirs, mais Stone l'arrête et dit que c'est trop dangereux de faire ça ici. Cependant, elle ne l'écoute pas car si elle absorbe l'énergie de Wang, cela la rendra beaucoup plus forte, et elle a besoin de cette puissance pour s'assurer qu'elle et Stone puissent être libres ensemble. Cui saute et lacère le bras de Wang avec ses griffes, et il n'a pas pu se défendre à temps, donc maintenant il saigne.
Il saute en arrière pour créer de la distance, mais ensuite il perd Cui de vue, donc elle réussit à l'approcher par surprise, et elle est toujours aussi étrange car elle attrape le bras de Wang et commence à lécher son sang. Wang la repousse, et il ne veut pas qu'elle le lèche comme ça encore, alors il sort un bâton de son inventaire et essaie désespérément de l'utiliser pour la tenir à distance. Mais elle est trop forte pour lui, donc il finit par être repoussé contre un mur. Cui surclasse Wang en vitesse et en force, donc il doit vraiment se concentrer s'il veut survivre. Alors que Cui charge à nouveau vers lui, Wang réussit de justesse à esquiver lorsqu'elle lacère sa gorge, mais il semble qu'il a juste eu de la chance d'esquiver sa dernière attaque car lorsqu'il essaie de contre-attaquer, elle disparaît et réapparaît derrière lui. Elle enroule alors ses bras et ses jambes autour de Wang et prend une énorme bouchée de son épaule. Au moment où il réussit enfin à la faire tomber de son dos, Cui a déjà une bouchée du sang de Wang, et c'est la meilleure chose qu'elle ait jamais goûtée. L'énergie qu'elle absorbe du sang de Wang est si pure qu'elle la fait instantanément monter de niveau, donc elle est sur le point de perdre le contrôle. Cependant, Stone ne peut pas laisser ça arriver, donc avant qu'elle n'attaque à nouveau Wang, il lui tire une aiguille paralysante. L'aiguille assomme Cui, et Wang est secrètement en train de pisser dans son froc car il serait mort si Stone n'avait pas arrêté Cui à ce moment-là. Stone n'arrive pas à croire que l'énergie de Wang était assez pure pour faire perdre le contrôle à Cui après une seule gorgée, mais il doit agir vite pour s'assurer qu'elle se rétablisse. Il effectue une technique d'acupuncture qui annule la transformation partielle en bête de Cui, donc son état se stabilise. Wang n'est pas sûr de ce qui se passe, mais il sait qu'il n'a aucune chance contre Cui, et si Stone est comme elle, il serait difficile pour Wang de survivre en le combattant. Cependant, Stone semble distrait puisqu'il s'occupe de Cui, donc Wang essaie de profiter de l'occasion pour attraper une brique et en frapper Stone sur la tête. Cependant, Stone le repère en train de traverser la pièce en secret, donc il utilise ses pouvoirs pour envoyer une rafale d'air vers Wang. Wang est repoussé par l'attaque, et il n'a même pas pu la voir venir, donc combattre Stone sera beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait. Stone veut en finir rapidement avec Wang pour pouvoir retourner soigner Cui, donc il lance une lame de vent vers Wang. Normalement, il n'aurait pas pu l'esquiver, mais le système l'a averti à la dernière seconde, donc Wang réussit à l'éviter. Stone s'apprête à lancer une autre attaque, mais Cui commence à perdre le contrôle à nouveau, donc il doit aller s'occuper d'elle. Il ne peut pas gérer Wang et soigner Cui en même temps, donc Stone dit à Wang d'aller sauver son ami maintenant. Wang demande si cela signifie que Stone abandonne, mais Stone est de la Million Alliance, et les membres de la Million Alliance n'ont pas le droit d'abandonner. Il dit qu'il veut demander une trêve, et Wang sait que c'est la seule façon de s'en sortir vivant, mais il n'y a aucune garantie que Stone ne l'attaquera pas une fois qu'il baissera sa garde, donc il doit bluffer un peu. Il dit à Stone que s'il n'admet pas sa défaite, alors cela signifie qu'ils doivent continuer à se battre, et Stone sait qu'il pourrait définitivement battre Wang, mais il ne peut pas se permettre de quitter Cui maintenant. Il sort une pièce de sa poche, explique que c'est une million coin, le plus grand symbole d'honneur qu'un membre de la Million Alliance puisse détenir. Il se fait une coupure au doigt et laisse une goutte de son sang tomber sur la pièce, et avec cela, il jure son serment de sang. Il promet qu'il n'attaquera plus Wang s'il accepte la trêve, et si Stone brise le serment pour une raison quelconque, alors il se transformera immédiatement en poussière. Un serment de sang est une affaire sérieuse, donc Wang sait qu'il peut faire confiance à la parole de Stone, mais il en prend quand même une vidéo pour s'amuser. Wang commence vraiment à énerver Stone, mais il a déjà fait le serment, donc il lui donne juste la pièce et lui dit de partir maintenant. Mais avant que Wang ne parte, il s'assure de bien enfoncer le clou en disant à Stone qu'il a été forcé d'accepter une trêve avec quelqu'un comme lui. Wang part alors, donc Stone appelle un de ses alliés pour l'informer de ce qui s'est passé. Il dit à Misha qu'il annule la mission d'entraînement en cours, et elle est surprise d'entendre cela, donc elle lui demande si quelque chose de grave s'est passé. Stone explique que Cui a eu un petit accident, donc elle est actuellement inconsciente. Il ne peut pas expliquer les détails au téléphone, donc il demande à Misha de le rejoindre bientôt. Cependant, tout à coup, l'appel de Misha devient silencieux. Stone commence à l'appeler pour voir si elle va bien, mais Misha est actuellement inconsciente sur un toit, et celui qui l'a attaqué est Shiku. Pendant ce temps, retour sur le chantier, Luo a cessé de regarder les images de surveillance il y a un moment car il pensait qu'il n'y avait aucun moyen que Wang puisse vaincre Stone et Cui. Mais alors son dernier assassin, Shu, se lève et commence à marcher vers l'escalier. Luo demande à Shu ce qu'il fait, donc Shu explique que tous les autres assassins ont été vaincus, donc il va rejoindre le fun. En entendant cela, Luo commence à paniquer car il croit que le seul assez fort pour passer Stone et Cui sera Shiku. Il demande à son majordome si ce que Shu a dit est vrai, et le majordome confirme que tous les assassins ont été vaincus, mais le responsable n'est pas Shiku. C'était Wang. Et techniquement, il n'a pas vaincu Stone et Cui, il a juste fait une trêve avec eux. Peu importe comment il a réussi à le faire, le majordome dit à Luo qu'il est trop risqué pour lui de continuer son plan pour attirer Shiku, donc il l'incite à évacuer dès que possible. Mais Luo refuse de le faire car cela le ferait passer pour un lâche.
Il se tourne vers Shu et lui demande s'il peut encore aider à accomplir la mission. Il offre même de payer le triple du prix initial, mais Shu se sent insulté que Luo pense pouvoir lui donner des ordres avec de l'argent, donc il fait attaquer Luo avec une lame d'énergie par sa marionnette. Le majordome de Luo est assez rapide pour la bloquer avant que Luo ne soit décapité, mais ce n'était qu'un coup d'avertissement. Le majordome avertit alors Luo de ne plus énerver Shu, disant qu'il ne pourra pas le sauver la prochaine fois. Une fois que Wang atteint l'étage suivant, il défonce la porte et entre dans une pièce vide. Lorsqu'il est arrivé ici pour la première fois, il se souvient que le système lui a dit qu'il y avait cette personne puissante dans ce bâtiment, et jusqu'à présent, Wang n'en a combattu que 5. Cela signifie qu'il devrait y avoir quelqu'un gardant cet étage, mais autant qu'il puisse en juger, cet endroit est complètement désert. Soudain, Wang entend quelqu'un parler, alors il se retourne et trouve Shan et sa marionnette assis sur l'une des poutres de support. Il dit qu'il va être le prochain adversaire de Wang, alors Wang demande au système de scanner son niveau de puissance, et à sa grande surprise, le système l'informe que le niveau de puissance de Shan est seulement de 7. Cela signifie qu'il n'est qu'un type ordinaire, mais Shan semble vraiment confiant, alors Wang demande au système s'il est sûr du niveau de puissance. Le système lui dit que le niveau de puissance de Shan est en effet seulement de 7, mais que cette marionnette sur son épaule a un design très complexe et qu'elle est alimentée par une gemme de niveau intermédiaire. Shan admet qu'il n'est vraiment qu'un humain ordinaire, mais cela ne l'empêche pas de mettre un talisman sur sa jambe et de l'utiliser pour présenter la tête de Wang à un mur de briques. Wang halète à cause de ce coup, et il n'arrive toujours pas à croire que Shan ait réussi à le frapper avec autant de force. Mais si Shan est peut-être un homme ordinaire, il a bien un super pouvoir, et ce pouvoir est d'être assez riche pour acheter une tonne de talismans aux moines. Wang ne veut pas savoir ce que Shan a appris des moines, alors il panique et commence à lui lancer des bouteilles, mais Shan les bloque facilement. Et quand Wang essaie d'attaquer, Shan part en lui donnant un coup de pied dans le ventre. Wang se relève et recommence à poursuivre Shan, mais la technique de Shan est si bonne que Wang ne peut pas le toucher, peu importe ses efforts, et Shan profite de chaque instant. Il est prêt à charger Wang cette fois, mais Wang ne compte pas jouer fair play, alors il jette de la poussière dans les yeux de Shan, et pendant qu'il est temporairement aveuglé, Wang commence à le presser. Shan a du mal à esquiver les coups de poing de Wang maintenant qu'il ne peut plus voir, mais il tient toujours assez bien. Wang le repousse, alors Shan saute sur les poutres et sort une bouteille de gouttes pour les yeux tibons pour retrouver la vue. Maintenant qu'il peut voir à nouveau, Wang l'attaque toujours avec toute sa force, alors Shan se concentre et attrape les coups de poing de Wang avant de coller un talisman explosif sur sa poitrine et de le frapper en retour. Wang commence à ralentir maintenant, mais Shan ne compte pas lui laisser de temps pour se reposer, alors il frappe Wang avec une série de coups de pied et le projette à travers le mur du fond. Wang se relève aussitôt que possible, mais alors il voit la marionnette de Shan passer en trombe devant son visage, et il sait déjà que ça ne présage rien de bon. La marionnette commence à lui tirer des rafales d'énergie verte, alors il est obligé de courir dans la pièce pour éviter d'être touché. Finalement, il parvient à s'approcher suffisamment de la marionnette pour l'assommer, mais il a été distrait si longtemps que Shan a pu se faufiler derrière lui. Wang se retourne instinctivement juste au moment où Shan lui assène un coup de poing, mais le coup est si dévastateur qu'il crache une giclée de sang. Shan est très satisfait de lui, mais il réalise alors qu'il a commis une erreur fatale. Il a laissé Wang attraper ses cheveux. Il commence à se débattre pour libérer ses cheveux des mains de Wang, mais Wang a déjà un sourire diabolique parce qu'il sait ce qu'il s'apprête à faire à Shan. Wang enroule alors les cheveux de Shan autour de sa main, et pour ajouter du mépris, il crache dans sa main avant de frapper Shan avec un coup de poing qu'il envoie voler à travers la pièce. Wang tient toujours une mèche de cheveux de Shan dans sa main, alors il est satisfait de son coup, mais il se rappelle alors que Shan est une personne ordinaire, alors un coup de poing à pleine puissance pourrait l'avoir tué. Wang regarde le corps de Shan avec inquiétude, mais bien qu'il ait subi beaucoup de dégâts, Shan est toujours en vie. Il avait déjà mis un talisman de résurrection sur sa poitrine pour des urgences comme celle-ci, mais malheureusement, il ne peut pas ressusciter sa ligne de cheveux. Shan est impressionné que Wang ait failli le tuer tout à l'heure, alors il jure que même s'il doit utiliser toutes les astuces possibles, il va abattre Wang. D'abord, il utilise une crème capillaire Tipen pour faire repousser ses cheveux, puis il couvre son corps de toutes sortes de talismans améliorés pour se donner un énorme boost de puissance. Avec sa nouvelle puissance, il commence à foncer sur Wang et à l'enchaîner de coups dans la pièce. Wang fait de son mieux pour riposter, mais dès qu'il lance un coup de poing, Shan colle cette talisman sur son bras, et soudain, Wang se sent beaucoup plus lent qu'avant. Shan colle ensuite un talisman explosif sur sa poitrine pour l'envoyer voler, et Wang tombe simplement du bâtiment à cause de ça. Mais à la dernière seconde, il se sauve, pour être aussitôt attaqué par d'autres rafales vertes de la marionnette de Shan. Wang ne peut pas se permettre d'être touché, alors il court dans la pièce et attrape la marionnette pour l'empêcher de tirer à nouveau, mais Shan utilise alors le fil de contrôle magique comme une corde pour balancer Wang autour du bâtiment et le fracasser contre un autre mur. Ce coup a failli assommer Wang, alors qu'il reprend lentement connaissance, il voit Shan marcher lentement vers lui.
Shan dit à Wang que les talismans qu'il a placés sur lui plus tôt lui ont coûté 3,5 millions, mais Wang répond qu'il se fiche de l'argent que Shan a dépensé pour son équipement. Cependant, un moment plus tard, Shan active les talismans, et le bras de Wang est maintenant très lourd, alors il peut à peine bouger. Shan profite de l'occasion pour préparer un talisman explosif spécial et le lance sur Wang, provoquant une énorme explosion enflammée. Luo observe tout ça depuis ses caméras de sécurité, et il est impressionné par la force de Shan, mais alors que Shan pensait avoir enfin tué Wang, il le voit émerger des flammes complètement indemnes. Il a réussi à sortir une pelle de son inventaire juste à temps pour se protéger de l'explosion, et Shan est furieux parce que ce talisman explosif lui a coûté une fortune. Il envoie à nouveau sa marionnette contre Wang et lui fait charger une énorme attaque, mais avant qu'elle ne puisse tirer, Wang utilise sa pelle pour la frapper en plein vol. Wang attrape ensuite la ficelle de contrôle, et comme il a toujours ses talismans de poids sur lui, il est bien trop lourd pour que Shan puisse tirer, alors il attire Shan vers lui et le frappe pour l'éloigner. Il joue ensuite au paddleball humain avec le corps de Shan jusqu'à ce qu'il le frappe si fort que la ficelle de contrôle se casse, et Shan s'écrase contre un mur. Ce coup lui a coupé le souffle, alors ce combat est pratiquement terminé, et Wang est soulagé d'avoir survécu. Il se dirige en boitant vers la dernière porte pour sauver Shen Yao, mais il est si épuisé qu'il peut à peine garder les yeux ouverts. Pendant ce temps, le majordome de Luo vient le voir et dit qu'ils doivent quitter le bâtiment immédiatement. Wang vient de vaincre Shan, et avec lui parti, Luo n'aura aucune chance si Shiku arrive maintenant. Cependant, Luo ne veut toujours pas partir. Il sait que son majordome essaie de le protéger parce que si Luo mourait ici, cela apporterait une grande honte à toute la famille Yen, mais certaines choses sont plus importantes que de protéger le nom de la famille. Le jour où Luo a perdu ses doigts à cause de Shiku, il a aussi perdu sa fierté, et il ne pourra pas vivre avec lui-même à moins de régler ça une fois pour toutes. De plus, il a toujours son atout, alors il est prêt à tout risquer pour se venger de Shiku. Au même moment, en bas, Wang entend un bip étrange, alors il se retourne et découvre que la gemme intermédiaire dans la marionnette de Shan a été piégée pour exploser. C'est la dernière tentative de Shan pour éliminer Wang, alors il saute du bâtiment pour sortir du rayon de l'explosion et utilise un talisman de gravité pour flotter. Une fois à une distance sûre, il active la bombe, mais à son grand désarroi, rien ne se passe. C'est alors que Wang saute après lui, et Shan ne peut pas supporter un autre combat acharné, alors il est obligé d'utiliser ses talismans explosifs pour le tenir à distance. L'explosion dévie Wang, mais il s'accroche à une grue voisine et l'utilise pour revenir vers Shan. Pendant ce temps, Shan jette une poignée de talismans de gravité sur des débris tombants et en utilise un comme plateforme tout en lançant les autres sur Wang. Wang finit par tomber dans les airs jusqu'à atterrir brutalement sur l'un des rochers, alors Shan place des talismans explosifs sur un autre rocher et le lance sur Wang, mais au moment où il déclenche l'explosion, Wang sort sa pelle et l'utilise pour placer le rocher sous ses pieds. Le rocher explose alors et propulse Wang droit sur Shan, alors Shan commence à ramener les autres débris explosifs pour éliminer Wang. Et ça marche, car Wang est assommé par l'explosion, mais alors il voit une vision de Shen Yao, et il se rappelle qu'il se bat pour la sauver. Il se réveille soudain et, avec toute la puissance qui lui reste, frappe Shan directement dans le sol sans se soucier de sa sécurité. Shan n'a aucune chance de se relever de ça, et franchement, Wang serait probablement mort aussi, mais à la dernière seconde, le système l'a tiré dans l'espace cube, alors il est toujours en un seul morceau. Wang finit par se réveiller, et la seule chose à laquelle il pense est la sécurité de Shen Yao. Le système l'informe que l'énergie de Shan a soudainement disparu au moment de l'impact, alors il est possible qu'il se soit téléporté pour se sauver, ne laissant que ses vêtements. C'est énervant que Shan soit toujours en liberté, mais Wang n'a pas le temps de s'en inquiéter parce qu'il doit encore s'assurer que Shen Yao va bien. Il retourne dans le bâtiment, et quand il arrive au dernier étage, il commence à appeler Shen Yao. En cherchant, il trouve Yuan recroquevillé dans un coin, et il se rappelle que tout ça a commencé à cause de Yuan, alors il le menace de l'achever si Shen Yao est blessé de quelque manière que ce soit. Yuan commence à supplier pour sa vie, alors Wang exige de savoir où Shen Yao est retenu. Yuan pointe vers un mur planchéié, et Wang trouve Shen Yao à l'intérieur, alors il commence à arracher les planches pour l'atteindre. Shen Yao commence à secouer la tête comme pour lui dire de rester à l'écart, mais Wang ne remarque pas ça parce qu'il est trop concentré à la libérer. Après l'avoir détachée, Shen Yao retire le ruban adhésif de sa bouche et dit à Wang que Luo a attaché une bombe sous la chaise, et si elle se lève, elle explosera immédiatement. Elle lui dit de la laisser et de se sauver, mais Wang a dû faire face à des explosions toute la journée, alors une petite bombe ne devrait pas être un problème pour lui. Cependant, alors qu'il s'apprête à arracher la bombe de la chaise de Shen Yao, Luo se faufile et bloque l'entrée de la pièce avec une porte en fer. La pièce entière est aussi couverte de talismans créés par Shan, alors Wang ne pourra pas se téléporter hors d'ici. C'est un énorme problème puisque son plan était de téléporter la bombe à l'extérieur, alors Wang demande au système s'il sait comment désamorcer cette bombe. Le système lui dit qu'il ne peut pas empêcher la bombe d'exploser,
Alors Wang a une idée et range la bombe dans son espace cube. Comme ça, même si la bombe explose, elle ne blessera pas Shen Yao. Alors Wang lui dit que tout va bien maintenant. Shen Yao serre Wang dans ses bras parce qu'elle était vraiment inquiète pour lui, et Wang est si heureux d'avoir pu la protéger, mais quand la bombe explose dans l'espace cube, Shen Yao est horrifié quand le sang de Wang éclabousse son visage. Wang s'effondre au sol dans un état de coma, et Shen Yao essaie désespérément de le réveiller. Pendant ce temps, Luo est frustré que la bombe n'ait pas tué Shen Yao comme prévu, mais il est allé trop loin pour tout laisser tomber. Alors pendant que Wang est toujours inconscient, Luo entre dans la pièce avec un pistolet et tire 2 fois sur Shen Yao dans le dos. Le majordome de Luo vient alors l'informer que Shiku est là, alors ils doivent partir immédiatement. Luo et son majordome s'enfuient, laissant Wang et Shen Yao pour morts. Wang a survécu à l'explosion, mais il est encore sonné et confus, alors il ne sait pas ce qui vient de se passer. Cependant, la réalité le frappe comme un camion quand il regarde sa main et réalise qu'elle est couverte du sang de Shen Yao. Il essaie de surmonter la douleur pour emmener Shen Yao à l'hôpital, mais à ce moment-là, Shiku apparaît et dit à Wang qu'il ne pourra pas sauver Shen Yao. Shiku téléporte Shen Yao hors des bras de Wang et s'apprête à l'emporter. Wang ne sait pas qui est Shiku, alors pour tout ce qu'il en sait, un type random vient d'apparaître et a sauté par la fenêtre avec Shen Yao dans ses bras. Il se précipite à la fenêtre et regarde en bas, pensant que Shen Yao pourrait être morte à cause de la chute, mais à sa grande surprise, il voit Shiku flotter dans les airs. Shiku dit qu'il est la raison pour laquelle tout ça est arrivé en premier lieu, alors il compte s'en occuper, et sur ce, il se téléporte avec Shen Yao dans ses bras, laissant Wang dévasté. Depuis que Shiku a enlevé Shen Yao, ses parents n'ont toujours aucune idée d'eux où elle se trouve, alors ils sont absolument dévastés, tout comme Wang, car il se reproche personnellement de ne pas avoir été assez fort pour la protéger. Maintenant, non seulement Shen Yao a disparu, mais le cube ne répond plus à lui, donc il est vraiment impuissant. Il peut toujours utiliser sa téléportation, mais sa force a pratiquement été réinitialisée à cause des dégâts, donc il n'y a aucun espoir qu'il puisse sauver Shen Yao. C'est alors qu'une voiture s'arrête derrière Wang, et une femme en sort avec un parapluie. Elle s'approche de Wang et dit qu'elle veut discuter un peu, mais Wang n'est pas d'humeur, alors il l'ignore complètement. Elle lui dit alors qu'elle sait où il peut trouver Luo, et cela attire l'attention de Wang, car il doit encore se venger de Luo pour avoir tiré sur Shen Yao dans le dos. Il lui demande de lui dire immédiatement où se trouve Luo, et elle a l'intention de le faire, mais d'abord, elle a besoin que Wang l'accompagne. Elle emmène Wang dans un restaurant, et dès qu'il s'assoit, Wang lui demande à nouveau de lui dire où se trouve Luo. Cependant, elle a une question à poser à Wang avant de lui donner des informations. Wang accepte de l'écouter, alors elle commence par demander pourquoi il pense que les capacités surhumaines ne sont pas de notoriété publique malgré tout le chaos et la destruction qu'elles peuvent causer. Wang suppose que les personnes extraordinaires sont simplement douées pour dissimuler leurs traces, mais la femme lui dit qu'il a tort. Elle explique qu'il y a en fait une organisation chargée de couvrir toutes les preuves d'activité surhumaine. Bien que Wang dise qu'il ne s'en soucie pas vraiment, elle lui dit qu'il devrait commencer à s'en soucier car elle le protège dans l'ombre depuis longtemps maintenant. Mais Wang trouve ça drôle qu'elle prétende le protéger alors qu'elle a 3 gars à l'arrière prêts à lui tirer dessus à tout moment. Mu panique un peu après avoir réalisé que Wang l'a démasqué, alors elle attrape le pistolet dans sa jupe. Cependant, Wang est déjà au courant du pistolet grâce à sa perception spatiale, alors il lui dit de faire très attention à son prochain mouvement. Il lui dit qu'il n'a pas l'intention de se battre contre elle, mais qu'il n'apprécie pas non plus qu'on lui pointe des armes. Mu se calme et demande à Wang s'il doute de son affirmation selon laquelle il existe une organisation chargée de gérer les surhumains, mais Wang croit en fait cette partie. Il n'y avait pas beaucoup réfléchi jusqu'à présent, mais le fait qu'il y ait tant de surhumains dans le monde signifie qu'il doit y avoir une organisation pour les gérer. Cependant, il ne comprend pas ce que Mu veut de lui. Mu explique qu'un surhumain nouvellement éveillé comme Wang est en grave danger d'être ciblé par d'autres surhumains, c'est pourquoi elle a fait de grands efforts pour le protéger. Mais en échange, elle aimerait qu'il lui rende l'appareil et l'aide un peu. Wang voit où elle veut en venir, alors il lui demande si elle veut qu'il soit un mercenaire comme les 2 autres là-bas. Après avoir analysé les niveaux de puissance, Wang réalise qu'ils sont en dessous du rang C, donc ils sont loin de lui en termes de force. Un des subordonnés de Mu l'avertit que Wang est déjà au-dessus du rang B en termes de force, donc il pourrait être trop risqué de lui demander de l'aide. Elle est consciente des risques, mais Wang serait un atout précieux, alors elle lui dit qu'il a juste besoin d'accomplir 3 missions pour elle, et ensuite elle lui donnera les informations sur Luo. Wang est d'accord pour faire des missions pour elle, mais à condition qu'elle lui donne aussi des informations sur Shiku, et à sa grande surprise, Mu accepte sans hésiter. Elle glisse un dossier sur la table et dit à Wang que ce sera sa première mission. Il va servir de garde du corps pour une personne d'intérêt. Mais Wang n'aime pas ça parce que ça veut probablement dire qu'il va devoir manquer beaucoup de cours. Mu le rassure en disant qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter car le travail ne prendra qu'une journée. Il travaillera comme garde du corps dans l'état H et sera payé 50 000 pour le travail.
ce qui est beaucoup plus que ce à quoi Wang s'attendait. Wang commence à se méfier et lui demande pourquoi elle pense qu'il lui ferait confiance, mais le fait qu'elle l'ait amenée ici pour une discussion amicale devrait suffire à prouver qu'elle ne veut pas lui nuire, à part le pistolet qu'elle a failli sortir. Cela dit, Wang devra encore passer un test d'évaluation pour prouver qu'il est suffisamment qualifié pour le travail, donc elle a hâte de voir ses performances. Mu et son équipe se lèvent alors pour quitter le restaurant, et Wang reste seul avec le dossier de mission. Il n'aime vraiment pas l'idée de travailler pour ces gens étranges, mais s'il veut sauver Shen Yao, il a besoin d'autant d'informations que possible, et pour l'instant, Mu est la seule à avoir ces informations. Pendant que Mu était dans la voiture avec son subordonné, il lui demande pourquoi elle a choisi de demander de l'aide à quelqu'un comme Wang. Wang est bien trop imprévisible pour qu'il puisse le contrôler de manière fiable. Mu comprend ça, mais on ne peut pas espérer gagner un jeu sans prendre de risques, et à moins qu'elle ne prenne un risque avec Wang, elle ne pourra jamais développer son organisation. De plus, elle a déjà fait une enquête approfondie sur Wang, et il semble être un bon gamin. Cela fait 1 mois qu'il a éveillé ses pouvoirs, et il n'a encore rien fait de mal. Il a aussi réussi à repousser plusieurs combattants de rang B, c'est pourquoi il est classé comme rang B dans leur dossier, mais elle a le sentiment qu'il est capable de bien plus. Pendant tout ce temps, Wang a écouté la conversation puisqu'il a placé son cube sur la voiture de Mu et se cache dans le sous-espace. Il sait maintenant que Mu l'utilise juste pour son gain personnel, et il est un peu soulagé car il sera plus facile de la gérer si tout ce qu'elle veut, c'est utiliser Wang pour augmenter la réputation de son organisation. Cependant, alors qu'il continue d'écouter, il entend le subordonné de Mu lui demander si elle a vraiment l'intention de donner à Wang toutes les informations qu'ils ont sur Luo, car si les gens découvrent qu'ils ont divulgué de telles infos, ça pourrait leur causer des problèmes. Mu lui dit de ne pas s'inquiéter car elle y a déjà pensé, et comme Wang ne sait rien de la famille Luo, elle peut juste lui donner des informations non classifiées pour le tenir à distance. Après avoir entendu ça, Wang est furieux parce que Mu essaie de le prendre pour un imbécile. Il ne va pas la laisser s'en tirer, mais pour l'instant, il décide de jouer le jeu de Mu car il n'a pas d'autre piste sur Luo ou Shiku. Le lendemain, Wang se rend à l'endroit pour son évaluation, mais il commence à être confus car le GPS que Mu lui a donné la conduit à une forêt au hasard. Il commence à se demander s'il est perdu, mais alors il aperçoit une maison cachée parmi les arbres, et en s'approchant, la porte d'entrée s'ouvre pour lui. À l'intérieur du manoir, plusieurs autres combattants sont déjà rassemblés, et ils sont tous là pour leur évaluation, tout comme Wang. Quelques minutes après son arrivée, un homme se place devant tout le monde et leur dit que l'évaluation va commencer. Il s'appelle Shu, et il dit à tous les participants que pour être choisis comme garde du corps, ils doivent être loyaux, observateurs, rapides et forts. Ainsi, les tests serviront à évaluer leur aptitude, et le premier test consistera à démontrer leurs compétences d'observation. La première salle de test est en fait un casino, et les règles sont simples. Chaque participant recevra 5 jetons pour jouer. Ils doivent obtenir 10 jetons pour passer au niveau suivant, et le vol est strictement interdit, donc les jetons ne peuvent être obtenus qu'en gagnant des parties contre les autres concurrents. Wang ne s'attendait pas à un test comme ça, mais il est content de ne pas avoir à se battre ici. Le seul problème maintenant est qu'il ne sait pas comment gagner des jetons dans ce jeu. Un homme s'approche de lui et dit qu'il a juste besoin de gagner 5 jetons de plus pour avancer, mais ce ne sera évidemment pas si simple. Il conseille à Wang d'éviter les machines à sous car même les casinos normaux les truquent, donc il n'y a aucun moyen pour eux de gagner le jackpot ici. Statistiquement, un jeu de haut bas devrait lui donner une bonne chance de succès, même les jeux de cartes ici sont truqués, donc jouer contre la maison garantit presque toujours une perte. Cela dit, il a une proposition à faire à Wang, mais il réalise soudain que Wang est parti il y a quelques minutes pour trouver un jeu qu'il peut gagner. Pendant ce temps, Wang se promène dans le casino quand il tombe sur un jeu où il faut trouver une pièce cachée sous une tasse. Le gars qui jouait tout à l'heure a perdu tous ses jetons contre l'employé du cube, et Wang sent qu'il y a une arnaque ici, mais il ne sait pas encore quoi. C'est alors que l'homme de tout à l'heure arrive et lui demande s'il veut parier contre lui au jeu des tasses. Wang lui demande s'il est sûr de vouloir faire ça car il semble qu'il y ait quelque chose de louche ici, mais le gars pense que Wang est un novice, donc tant qu'il parie contre Wang, il ne peut pas perdre. Il commence à narguer Wang et lui demande s'il a peur, mais ce jeu est en fait parfait pour lui grâce à sa perception spatiale. Wang finit par accepter le défi de l'homme. Il jette tous ses jetons sur la table et dit qu'il mise tout, donc l'homme fait de même, pensant qu'il va gagner tous les jetons de Wang. L'autre gars fait de son mieux pour suivre les tasses des yeux, mais quand la dame a fini de les mélanger, Wang sourit parce qu'il a enfin compris l'arnaque. La dame demande aux joueurs de faire leurs suppositions, et l'homme est sûr que la pièce est sous la tasse de gauche, mais quand c'est au tour de Wang, il dit que la pièce est dans la main de la dame. Tout le monde pense que Wang est fou, et la dame essaie de le convaincre de choisir une des tasses, mais il est sûr que la pièce est dans sa main. Elle déplace alors la pièce de sa main gauche à sa main droite sans que personne ne remarque, pour essayer de piéger Wang, mais il ne tombera pas dans un piège aussi grossier, alors il lui demande d'ouvrir ses mains et de montrer à tout le monde. La dame ne peut plus le cacher,
donc elle est obligée de révéler que la pièce est vraiment dans sa main, faisant de Wang le gagnant du pari. Techniquement, la dame n'a enfreint aucune règle car tricher n'est pas interdit, mais l'homme est sûr d'avoir vu une pièce sous la tasse de gauche, donc il est toujours très confus. Après y avoir réfléchi un peu plus, il réalise soudain ce qui a dû se passer. La dame avait 2 pièces dans sa main au départ et n'en a mis qu'une dans la tasse. Ensuite, après que l'homme ait fait sa supposition, une trappe s'est ouverte sous la tasse pour cacher la pièce. Il pousse la dame de côté et commence à chercher la trappe sur la table, mais il ne trouve rien, et comme il n'a aucune preuve, la dame lui dit d'accepter sa défaite. Il n'arrive pas à croire qu'il soit tombé dans un piège aussi simple, et il est encore plus choqué qu'un gars aussi banal que Wang ait pu le démasquer. Après ça, Wang passe le reste des tests assez facilement, donc à la fin de l'évaluation, lui et quelques autres candidats sont sélectionnés pour devenir garde du corps pour la mission. Une fois tous rassemblés, ils sont présentés à l'homme qui a organisé tout cela, Monsieur Piao. Il félicite tout le monde pour avoir qualifié pour devenir ses gardes du corps et est sûr qu'avec eux autour, le banquet va être très intéressant. Il n'a rien de plus à dire, alors il dit à son assistante, Su, de donner à tous les termes et conditions. Su explique qu'il y aura d'autres incitations en plus du paiement de base de 3 millions, mais Wang est choqué d'entendre cela puisqu'on lui avait dit qu'il ne serait payé que 50 000. Il demande à Su s'il est sérieux au sujet des 3 millions, et Su explique que le paiement avancé a déjà été envoyé à son agent, Muyukin, donc en gros, Wang s'est fait arnaquer dur. Mais ce n'est pas comme s'il pouvait faire quoi que ce soit maintenant, alors Su dit à tout le monde que le banquet commencera dans 6 heures, et ils seront tous briefés sur les détails en chemin. Pendant le trajet en voiture, une femme nommée Jasmine remet à Wang et à l'un des autres gardes du corps un dossier rempli d'informations confidentielles. Le Ruger banquet, auquel ils se rendent, aura lieu dans l'étage sur Terre et implique 7 missions. L'une de ces missions est une vente aux enchères, et dans cette vente aux enchères, il y a un article particulier que Piao recherche. Jasmine montre une photo d'un ancien masque et leur dit que leur travail est d'aider Piao à acquérir ce masque à tout prix. En parcourant le dossier, Wang repère quelque chose qui attire son attention, alors il demande à Jasmine si elle sait ce que c'est. Elle lui dit que la photo est de l'essence d'obsidienne. À l'époque où Wang a simplement détruit le cube, la dernière chose que le système lui a dite avant de se taire était qu'il devait acquérir quelque chose avec obsidienne dans son nom. Wang ne peut pas être sûr que l'essence d'obsidienne est ce dont le système parlait, mais si cela s'avère correct, alors il pourrait peut-être récupérer le système. Juste à ce moment-là, Wang est frappé par un terrible mal de tête, alors Jasmine lui demande s'il va bien. Mais Wang lui dit qu'il n'y a rien qui ne va pas et retourne lire le dossier. Il a peut-être été arnaqué par Mu sur le paiement pour cette mission, mais si cela lui permet de mettre la main sur le masque d'obsidienne, alors cela pourrait valoir son temps. Et après cela, Wang ira directement après Luo pour lui faire payer ce qu'il a fait à Shen Yao. Finalement, tous les gardes du corps arrivent à la salle du banquet, et alors qu'ils entrent, Wang voit beaucoup de gens debout en train de prendre des verres. Maintenant que tout le monde est là, le banquet peut officiellement commencer, et les gardes du corps sont informés que pour commencer, ils joueront à un jeu appelé Warrior Bell. Une trappe dans le sol s'ouvre, et alors qu'un des invités regarde en bas, il est horrifié par ce qu'il voit. Nous avons tous entendu parler du débat homme contre gorille, mais ici c'est homme contre alligator. Tout le monde est un peu effrayé à la vue du monstre, mais l'animateur les assure qu'ils sont parfaitement en sécurité parce que la fosse est recouverte de verre par balle, donc il n'y a aucun moyen pour l'alligator de s'échapper. Les invités sont soulagés de ne pas être en danger, mais l'animateur ne peut pas en dire autant pour les gardes du corps ici. Les règles du jeu Warrior Bell sont simples. Chacun des gardes du corps doit entrer dans la pièce avec l'alligator un par un, et s'ils parviennent à attraper la cloche autour du cou de l'alligator, alors ils gagnent. Et juste pour les motiver à faire de leur mieux, l'animateur leur montre le prix qu'ils peuvent gagner, 2 grandes piles d'or. Mais il y a une condition au jeu. Une fois que vous entrez dans la pièce, vous en sortez soit avec la cloche de l'alligator, soit vous mourrez, il n'y a pas d'entre-deux. À ce stade, Wang réalise que ce travail n'a rien à voir avec le fait d'être un garde du corps. Tous les invités riches veulent juste les voir risquer leur vie pour le divertissement. Maintenant que toutes les règles ont été expliquées, beaucoup de gardes du corps sont confiants qu'ils peuvent gagner, donc le premier est déjà entré dans la cage. Il a une lance et un bouclier, mais rappelez-vous, le seul objectif ici est de prendre la cloche et de partir, donc la chose intelligente à faire serait d'opter pour l'option discrète. Mais non, le type crie à plein poumon et court droit sur l'alligator, et comme prévu, l'alligator se réveille et saute immédiatement sur lui. L'alligator tue alors l'homme, et l'un des invités, Stu, adore ça. Piao est déçu que le premier garde du corps n'ait pas pu au moins donner un bon combat à l'alligator, mais Wang ne pense pas que le garde du corps était faible, l'alligator est juste bien plus fort que la normale. L'animateur informe tout le monde que cet alligator n'est pas un alligator ordinaire. C'est en fait un modèle bio-ingénieré expérimental fabriqué par la compagnie 2D. En d'autres termes, cet alligator est sous stéroïdes, et il a 50% de puissance en plus en conséquence.
Puisque tout le monde semble un peu secoué après la mort du premier garde du corps, l'animateur augmente la cagnotte de 30% et demande si d'autres gardes du corps sont prêts à relever le défi. L'un des gardes du corps d'un autre invité, Ao, décide de se porter volontaire, puisque même si l'alligator est très rapide, sa portée d'attaque semble courte, donc tant qu'il garde ses distances, tout ira bien. Il va choisir une arme dans l'armurerie et décide de prendre plusieurs armes d'ast pour pouvoir utiliser des attaques à distance. Alors que Ao entre confiant dans la pièce, Wang se demande pourquoi tout le monde continue de se porter volontaire pour un jeu de mort si risqué, mais l'un de ses collègues gardes du corps lui dit que c'était dans le contrat. Wang n'a aucune idée de ce dont parle le type, alors il explique que le contrat stipule que si personne ne se porte volontaire pour le jeu de mort, alors quelqu'un sera choisi au hasard et forcé de participer. Wang pense que c'est bien trop injuste, mais c'est pour cela qu'ils ont tous été payés 3 millions. Dommage que Wang ne reçoive que 50 000 dans cette histoire. Il semble que tôt ou tard, Wang va devoir participer à l'un de ces jeux de mort, alors il prend une profonde inspiration pour se préparer, mais ensuite, il remarque un homme sur l'un des balcons. Dès qu'il commence à regarder l'homme, ce dernier remarque Wang et lui rend son regard. Wang est effrayé par cela, alors l'autre garde du corps l'avertit de ne pas fixer l'homme là-haut parce qu'il est un membre du comité du Ruger banquet, et il est là pour maintenir l'ordre dans le banquet, c'est pourquoi il a l'air si intimidant. Pendant ce temps, dans la cage, Ao a réussi à infliger quelques coups d'essence à l'alligator en restant en haut des murs et en le poignardant à distance. Avec sa vitesse et sa précision, il est confiant que sa stratégie le mènera à la victoire. Mais même si l'alligator est blessé, il ne semble pas ralentir du tout, alors quand Ao tente un coup final, l'alligator le frappe inopinément avec un coup de queue qui peint les murs avec le sang de Ao. L'animateur adore vraiment cette partie de son travail, mais maintenant que Ao est mort, ils doivent continuer, alors il augmente à nouveau la cagnotte de 30% et demande s'il y a d'autres volontaires. Cette fois, personne ne veut défier l'alligator, alors ils restent tous silencieux. Mais ensuite, l'un des gardes du corps de Piao lui dit quelque chose, et il fait soudain une annonce. Il dit à tous ses gardes du corps que si l'un d'eux parvient à vaincre l'alligator, il leur paiera personnellement le double de la cagnotte en bonus. Cela fait parler les gardes du corps, car avec ce genre d'argent, la plupart d'entre eux pourraient instantanément effacer toute dette qui les a forcés à venir ici, et Wang est étonné de voir à quel point ces gens sont facilement influencés par l'argent. Juste à ce moment-là, l'un des gardes du corps de l'invité Sami, maudit, s'approche de lui et demande la permission de combattre en son nom. Sami semble vraiment se soucier de son garde du corps, alors il s'inquiète pour le bien-être de Maudit, mais il accepte de le laisser défier le monstre. Cependant, avant que Maudit puisse entrer dans la cage, un autre garde du corps nommé Gold Poison dit qu'il veut aussi relever le défi. L'animateur est excité puisque cela signifie qu'il doit faire un événement Last Man Standing, mais comme Wang n'a jamais lu le contrat, il n'a aucune idée de ce que cela signifie. La fille à côté de lui informe Wang qu'un événement Last Man Standing signifie que lorsque deux combattants veulent relever un défi en même temps, ils seront forcés de se battre à mort pour décider qui aura le droit de relever le défi. Wang comprend comment cela fonctionne, mais il se demande pourquoi Gold a choisi de forcer un événement Last Man Standing, puisque même s'il parvient à tuer Maudit, il sera probablement à court d'énergie avant d'affronter l'alligator. Cependant, les autres disent à Wang qu'il a complètement tort. Alors que le combat est sur le point de commencer, Sami dit à Maudit que s'il gagne, il aura une longue vacance, une augmentation et une promotion en récompense, et entendre cela motive beaucoup Maudit. Cependant, il fait l'erreur de se retourner pour remercier Sami pour sa générosité, et dans ce bref instant, Gold se faufile derrière Maudit pour l'éliminer. Gold mord le cou de Maudit et est en train de le vider de son sang. Une fois que Gold a fini, il lève les yeux et se moque de Sami, lui disant qu'il semble que Maudit ne pourra plus profiter de ses vacances. Les collègues gardes du corps de Wang expliquent que Gold a la capacité d'augmenter sa puissance de combat en suçant le sang de sa cible, et plus la cible est forte, plus Gold devient fort. Mais il y a un inconvénient, parce qu'après que les effets de l'augmentation de puissance s'estompent, Gold deviendra effrayé par la lumière et les basses températures. L'animateur félicite Gold pour avoir gagné l'événement Last Man Standing, et maintenant que c'est terminé, il peut entrer dans la cage pour défier l'alligator. Gold entre confiant, mais l'animateur remarque qu'il n'a pas choisi d'arme avant d'entrer, alors il demande à Gold pourquoi. Gold lui dit qu'il n'a pas besoin d'utiliser une arme, surtout puisque ce ne serait pas juste pour l'alligator. Dès que l'alligator repère Gold, il commence à courir vers lui, mais alors qu'il essaie de mordre, Gold saute hors de portée et atterrit sur sa bouche. Il embrasse ensuite la tête de l'alligator, et une seconde plus tard, la tête de l'alligator est tranchée nette. Gold se considère un peu comme un militant pour les droits des animaux, donc s'il doit tuer l'alligator, il voulait au moins que ce soit aussi rapide et indolore que possible. Et maintenant que l'alligator est mort, Gold ressort et remet la cloche à l'animateur. Dès le félicite d'être le premier à avoir réussi à tuer le monstre, et comme promis, il peut maintenant récupérer son prix.
Dé lui demande s'il veut le prendre maintenant, mais Gold sait qu'il y a quelque chose de louche ici, alors il dit qu'il prendra l'or par livraison plus tard. Mais maintenant que le premier monstre a été vaincu, les invités demandent à Dé s'il a autre chose à leur montrer. Dé les assure que le spectacle ne fait que commencer parce qu'ils ne devineront jamais la prochaine bête qu'il a préparée. Les invités ne sont pas convaincus qu'il y ait quelque chose qui puisse surpasser l'alligator qui vient d'être tué, mais Dé leur dit que c'est quelque chose de spécial. Alors que le monstre est relâché, Wang sent que quelque chose de dangereux arrive, et quelques secondes plus tard, la bête émerge. C'est un monstre qui possède la vitesse des voitures les plus rapides et la force de plusieurs dizaines d'ours, nom de code Tawa numéro 17.